La loi dit exactement ceci. La femme a l'usage ou le droit du nom du mari et non l'obligation. Et l'ordre dans lequel son nom doit s'écrire est désormais déterminé et harmonisé ainsi qu'il suit. Madame, suivi de son nom et son prénom de jeune fille, suivi donc de épouse du nom du mari. Donc épouse, ce serait par exemple Glisse, épouse K. Kouyaté. OK? Par exemple. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça change fondamentalement? En fait, je pense que tout dépend de la conception qu'on a du mariage dans notre société. Parce que tout à l'heure, quand j'entendais le monsieur parler, il disait que... J'ai payé 1 million, voilà, j'ai tapé la ça. porte. Voilà. À la fin, on me dit de ne pas porter mon nom. Et il y a une dame aussi qui disait tout à l'heure que mais une femme, si tu ne portes pas le nom de ton mari, qu'est-ce qui prouve que tu es marié? C'est ça. Donc déjà, pourquoi les gens se marient? Sinon, juridiquement parlant, une fois que vous avez signé les papiers, tous les avantages qui sont liés au mariage, vous les avez, que vous portiez ou non le nom de votre mari. Cette loi, pour moi, est bienvenue parce qu'il y a des femmes qui, justement, ont des métiers dans lesquels elles se sont fait un nom avant de se marier. Une sorte de nom commercial. Voilà. Voilà. Donc, on pourrait dire, par exemple, si c'est Kim Kardashian et que c'est le nom de son père, en plus. Donc là, elle a marié Kanye West. Voilà, mais aujourd'hui, ils sont divorcés, mais elle reste Kim Kardashian. Mais excusez, elle reste Kim Kardashian. Donc, pour moi, c'est important. Une femme a le droit de choisir ou non de porter le nom de son mari. En rien, ça ne va changer. Il y a un commentaire qui est très important. Quid du nom à donner aux enfants? Exactement. Le monsieur, il a parlé de ça. Je veux dire, ça n'a carrément rien à voir. Parce que quand on parle de l'enfant, du coup, on quitte un peu la loi du mariage, on va dans la filiation. D'accord. Et justement, la femme a la possibilité de donner le nom à son enfant, mais avec l'accord de son mari. Et dans le cas où elle n'est pas mariée, quand elle reconnaît son enfant, elle lui donne le nom. Et si le monsieur il vient après, justement, il faut qu'il y ait l'accord de la femme pour qu'on puisse changer la filiation. Donc c'est vraiment si elle n'est pas deux d'accord, choses. on ne rajoute pas. Non, non, pas du tout. D'accord. On ne peut pas rajouter parce qu'il faut que la femme déjà accepte. Oui, mais revenons au premier cas où madame, finalement, décide de porter plutôt son nom de jeune fille et pas le nom de son mari. Quand l'enfant est né, il portera le nom de qui? Le nom de famille de qui? Le nom du père. Du père. Oui. Okay. C'est celui qui a la puissance paternelle, c'est ça? Les deux parents partagent. ont la puissance paternelle, mais d'office, jusqu'à présent, la loi priorise. D'accord. Si l'enfant naît, sauf si la femme dit expressement et que les parents disent expressement qu'ils voudraient que l'enfant porte le nom du père et de la mère, sinon, l'enfant porte le nom du père, même si la femme ne porte pas le nom de son mari. Alors, l'autre innovation, c'est l'article 59. Anciennement, on avait, parlant du régime matrimonial, on avait la séparation de biens et la communauté de biens. C'est rajouter un nouveau concept qui, visiblement, ne passe pas dans la tête de certains, c'est le contrat de mariage. Comment on l'explique? D'abord, qu'est-ce qu'il prévoit, ce contrat de mariage? D'accord. Et puis, est-ce qu'il y a un cachet là? Je sais qu'ailleurs, ça existe, mais généralement, c'est entre une famille riche et une famille pas du tout nantie, où à la limite, le papa de la mariée dit non, je veux m'assurer qu'il ne vient pas bouffer mon héritage, donc signons un contrat. Ce que les Américains appellent le prenups. Voilà. Est-ce que c'est sensiblement ça? Alors, ici, justement, le contrat de mariage en soi ne prévoit rien de préétabli. On donne la liberté aux personnes, justement, d'avoir un mariage qui peut regrouper des avantages et de la communauté de biens et de la séparation de biens. Et en plus, on dit qu'il est notarié. Donc, ce que les gens oublient, c'est que, justement, quand on dit un acte est notarié, il faut aller devant un notaire et ça a un coût. Donc, on n'oblige personne à opter pour le contrat de mariage. Mais ça devrait ressembler à quoi? C'est par exemple... Donnez-nous un exemple de deal. Le deal dans un contrat de mariage. Par exemple, dans un contrat de mariage, on peut mettre une clause de préciput. C'est-à-dire que, généralement, quand une personne décède, si elle n'a pas de testament, il y a la loi qui a déjà préétabli comment on va se partager. Voilà. Et donc, on le sait, en tout cas pour les personnes qui ont déjà eu des histoires de succession, d'héritage, il y a des frais à payer. Donc, on peut mettre, par exemple, ce contrat de mariage que si je décède, par exemple, j'aimerais que ma femme prenne en priorité tel, ou mon mari tel bien et qu'il n'ait pas de frais à payer. Que ce soit, s'il y a des frais à payer, par exemple, ce sont les autres héritiers qui vont les payer. Et si c'est à eux, elle ne va rien leur donner. C'est un exemple. Et on peut également décider de mettre une clause dans laquelle on se dit, bon, en Côte d'Ivoire, il faut spécifier que c'est vrai qu'on parle de communauté de biens, mais nous, ici, on a la communauté de biens réduite aux acquets. Ça veut dire que c'est seulement ce qu'on a eu dans le mariage. Voilà. Donc,
on peut décider justement dans son contrat de mariage de faire sauter ça et de dire qu'on va faire une communauté qui prend et nos biens avant le mariage et ceux qu'on a eu pendant le mariage. Et peut-être après le mariage aussi. Voilà. Pourquoi pas. Très bien. Alors, il y a ce sujet qui tient particulièrement à cœur à Glyce. Elle l'a montré d'ailleurs en tout début d'émission. Elle a failli même en découdre. On ne sait pas pourquoi. C'est la loi qui interdit désormais... Enfin, l'ancienne loi interdisait la dot. Désormais, ce n'est pas... Interdit. Ce n'est pas interdit. Mais c'est pas officiel. Ce n'est pas non plus le mariage, quoi. En somme. C'est bien ça. C'est ça. C'est ça. D'accord. Est-ce que ça protège... Ce n'est plus une infraction. Mais est-ce que ça protège, par exemple, une femme? Est-ce que c'est considéré comme... supposons qu'après la dot, quelques années après, le mari décide de rompre, est-ce qu'elle peut utiliser cet argument en disant qu'il m'a promis de faire de moi sa femme, donc je veux réparation et autres? Est-ce que c'est considéré comme un tel? D'accord. En fait, elle peut le faire, mais pas avec le statut de la dot. C'est-à-dire que là, c'est plus la responsabilité civile délictuelle de son promis qu'elle va engager. C'est simple, c'est vrai que ça fait juridique, mais c'est simple. C'est dire que déjà, elle va dire, bon, il m'a causé un tort. J'ai peut-être consacré tel nombre d'années et donc j'aimerais réparation. On a un article qu'on appelle 1382. Voilà, je pense si on en a parlé, on avait parlé. Voilà. Donc c'est comme dans le cas des... lié à la dot, c'est elle qui en parle ici, de toute façon. Donc. Voilà, donc c'est partant justement sur la base juridique de cet article-là qu'elle peut demander réparation. Mais il n'y a pas de statut à proprement dit pour la dot. D'accord. C'est bon à savoir. Désolé, Sonia. Alors, sur autorisation écrite du procureur de la République, l'officier d'état civil peut célébrer un mariage en un lieu autre que le siège, en restant à l'intérieur de sa circonscription d'état civil. Autre évolution, en cas d'empêchement grave, le procureur de la République peut requérir l'officier d'état civil de se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des futurs époux. En cas de péril imminent de mort de l'un des futurs époux, l'officier de l'état civil peut, sans autorisation ni réquisition du procureur de la République, se transporter au domicile ou à la résidence de l'un des deux ou dans tout autre lieu pour y célébrer le mariage. Exactement. C'est assez clair. Ouais. C'est très clair. Et je pense que beaucoup de personnes se sont demandé, mais du coup, les mariages qu'on voyait qui étaient célébrés, où le maire, par exemple, d'une commune va dans une autre commune pour célébrer, est-ce que ces mariages-là sont, on va dire, valables ou ils sont nuls? Eh bien, le texte ensuite précise que justement, ces mariages-là, s'ils sont célébrés, si le maire, par exemple, de la commune de Trècheville va dans la commune de Marcory pour célébrer un mariage, moi, le procureur ou l'un des époux peut soulever la nullité de ce mariage sur la base de cette loi. Oui. Mais dans quel registre il le met? Dans le registre de Trècheville ou dans le registre de Cocody? En principe, quand on dit la circonscription, en principe, le mariage, même tel qu'il est défini, c'est l'union de la femme et de l'homme célébrée dans la circonscription de la mairie, donc c'est-à-dire dans la mairie, par l'officier d'état civil. Donc, en principe, si je veux me marier à Trècheville, je vais à la mairie de Trècheville, le maire ou un adjoint au maire célèbre mon mariage. Et là, les exceptions, c'est dans le cas où, par exemple, j'ai un empêchement, il y a un péril, je ne peux pas y aller, je peux demander, et le procureur peut donner l'autorisation au maire de venir chez moi, soit ou dans un autre espace pour célébrer mon mariage. Jusque-là, il n'y a pas de souci tant qu'il y a l'autorisation. Mais le maire ne peut pas sortir de Trècheville, par exemple, et aller célébrer un mariage à Marcory. S'il le fait, en principe, le procureur peut demander la nullité de ce mariage. Quelqu'un qui en a connaissance peut demander la nullité de ce mariage. Ou même l'un des époux, peut-être après, peut demander la nullité de ce mariage. Justement, ça dit qu'on se marie. 10 ans après, je vois que ça ne m'arrange pas. Je vois le procureur me dit non, on s'est marié avec un maire de Cocody à Trècheville. Il y a une nuance, parce que c'est ce que je disais, c'est que ce que peut-être le magistrat n'a pas eu le temps d'expliquer, c'est que justement, si moi je suis dans ce cas-là, je me suis marié par exemple à Marcory, et c'est peut-être le maire du plateau qui a célébré mon mariage, je peux demander la validité de ce mariage sur la base de, justement, après ce mariage, on a eu une cohabitation. C'est-à-dire qu'il y a une cohabitation de fait. Juste après ce mariage, j'ai vécu dans telle maison avec mon mari. Et ensuite, après, on m'a délivré un certificat de mariage, une attestation. Donc, sur la base de ça, je peux aller ensuite pour régulariser ma situation. Donc, en fait, c'est juste, on va dire, une exception qui a été faite pour atténuer. Mais je pense que la pensée du législateur, c'est de permettre à chaque maire de rester dans sa circonscription et de la développer. Mais évidemment, s'il y a un changement à faire, s'il y a un maire de Cocody qui veut aller célébrer un mariage à Trècheville, il faut l'autorisation du procureur de la République. Ou même ça, c'est pas valable. Il ne peut même pas. Ah, il ne peut même pas. Parce que quand on lit le texte, c'est clair. Il peut avoir l'autorisation de quitter la mairie, mais il ne peut pas avoir l'autorisation de quitter sa circonscription pour aller dans une autre.
Mais on a vu des mères qui célèbrent des mariages même hors du pays pour certaines personnes. Donc, c'est pas reconnu en Côte d'Ivoire, ce type de mariage. Ce que je soulève, donc je l'ai dit, il y a justement la possibilité de demander la nullité de ce mariage-là. Et même quand c'est fait, on donne justement la possibilité aux époux qui peuvent justement vivre ce tort-là, d'aller et de dire, bon, c'est vrai, on s'est marié ce jour-là, mais on a eu une cohabitation de fait. Donc après, on s'est marié et la mairie nous a délivré un certificat. Donc en fait, c'est une loi qui dit quelque chose et après, on vient pour atténuer. Et je pense que justement, s'il y a une réforme juridique, peut-être que le texte va devenir encore plus coercitif pour empêcher justement qu'il y ait des dérives à ce niveau. Alors, pour terminer, est-ce qu'il y a, par exemple, une insuffisance dans cette nouvelle loi du mariage, du point de vue de Fessalintes? Oh, je dirais que oui. Oui. Laquelle ou lesquelles, par exemple, rapidement? Rapidement. Oui. D'accord. Alors, c'est vrai que je veux parler quand même du bon côté déjà avant de taper dessus. Déjà, le bon côté, je suis contente pour la légalisation la dépénalisation plutôt de la dot. La dépénalisation. Attention, Glisse, dépénalisation. De la dot, c'est vraiment bienvenu parce que voilà. Et je suis également contente du fait que les Ivoiriens se soient intéressés à cela. Mais je pense qu'il y a un point quand même assez essentiel qu'on n'a pas forcément traité ici, c'est celui qui parlait justement, et je pense que le micro en a parlé, du fait que l'un des époux pouvait vivre séparément. Je voulais soulever une nuance. On ne dit pas... La loi sur le mariage dit qu'il faut la cohabitation. C'est-à-dire que lorsqu'on se marie, on demande à ce que les époux vivent ensemble. On ne permettra à un époux de quitter son domicile que s'il y a un péril imminent. Donc, une femme, par exemple, qui est battue, qui n'a pas forcément envie de divorcer, peut demander au juge, justement, de lui permettre, sur un laps de temps, parce que c'est déterminé, de quitter son domicile. Voilà. Juste pour être ouverte. Mais pas de façon permanente. Non. Bon, ça c'est l'une des insuffisances. Voilà. Bon, on va peut-être y revenir. Merci beaucoup, Fessalintes, pour toutes ces précisions.